Eh ben, c'était... Comment dire ça? C'était une belle vision d'avenir, c'était un beau projet. Et puis du coup, début octobre, dur retour à la réalité où du coup, travailler avec quelqu'un qui range pas un dossier Finder, qui du coup a des projets Premiere Pro sans dessus-dessous, des projets After Effects, n'en parlons pas, avec des timelines où il faudrait mettre l'écran à la verticale plutôt qu'à l'horizontale. Donc il a fallu que j'apprenne à me gérer moi, il a fallu que j'apprenne à gérer Jérémy, il a fallu que j'apprenne à organiser le travail de Jérémy pour du coup pouvoir m'y retrouver dessus quand on travaille en simultané sur des projets. Là du coup on a Tanguy qui est avec nous maintenant depuis 2 mois et il nous a quand même flingué 2 disques durs, une archive. On espère qu'il s'arrêtera avant de flinguer une caméra ou un objectif ou un truc un peu plus coûteux, quoi. Donc voilà, je lui ai pas dit, mais là du coup vous le saurez via la vidéo, là je consulte un psy là, depuis le début du mois parce que... Salut YouTube, j'espère que ça va. Moi c'est Jérémy pour Inevi Academy et bienvenue sur cette toute première masterclass. Aujourd'hui on va parler des interviews. Les interviews sont des éléments qui sont ultra faciles à vendre aux entreprises. Toutes les entreprises ont besoin d'interviews aujourd'hui. Sauf que c'est des productions qui nécessitent d'être bon en cadrage, qui nécessitent d'être bon en lumière, qui nécessitent d'être bon en son. Enfin bref, vous l'aurez compris, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et l'idée de cette vidéo, même si elle va être un peu longue, c'est qu'à la fin de la vidéo, normalement, vous devriez savoir faire une belle interview. Alors petit disclaimer aussi, le matos que vous allez voir aujourd'hui, c'est un matos que j'ai accumulé au cours des peut-être 5 à 8 dernières années. Parce que j'ai commencé à shooter des interviews il y a 8 ans. Donc autant vous dire que j'ai des choses à partager. Alors prenez un paquet de popcorn, prenez un café, posez-vous et suivez-moi. Alors la première chose quand vous êtes engagé sur une interview, c'est de savoir qui vous allez interviewer et quel est le sujet de son interview. Est-ce qu'il va nous témoigner d'un vécu personnel ou est-ce qu'il va nous partager par exemple un nouveau projet dans son entreprise? Parce que clairement la direction artistique de l'interview va pouvoir changer. Là ici on va interviewer du coup Robin sur en gros son expérience à travailler avec moi au quotidien. Du coup ça risquera d'être assez marrant. Donc maintenant qu'on sait ça, maintenant qu'on sait qui on interviewe et quel est le sujet de son interview, on va parler du lieu. Quand on débarque du coup dans un lieu, la première chose à regarder, c'est en gros quelle est la dimension avec quoi on va travailler. Aller chercher le plus de profondeur possible. Là, clairement, dans ce salon-là, on va essayer de travailler du coup sur la longueur du salon pour gagner en fait dans la profondeur. La deuxième chose à regarder, c'est également d'où vient la lumière, quelles sont les sources de lumière et quelle est la direction de la lumière. Les interviews peuvent durer assez longtemps, donc l'idée c'est de maîtriser au maximum la lumière. L'autre point à vérifier, c'est les prises électriques parce que ça nous est arrivé plusieurs fois et j'arrête de les compter où on est en train de chercher les prises électriques et elles sont à l'autre bout de la pièce. Donc regardez où sont les prises électriques. Et le dernier point à regarder dans un lieu, c'est également le son. Faites claquer dans vos doigts et regardez si vous avez de l'écho et avec quoi vous allez devoir travailler. Si vous allez devoir mettre le micro très proche ou pas du tout. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, ce qui va être du coup l'installation et surtout le cadre. Alors une fois que vous avez vu du coup avec quoi vous allez travailler en termes de lieu, la deuxième chose à faire et la plus importante, c'est de préparer votre cadre. Parce que c'est pas une fois que vous avez sorti toutes vos lumières et micros, etc. que vous allez changer le cadre. Donc le premier truc à faire, c'est du coup de regarder, de vous dire ok la caméra, où est-ce que j'ai envie de la positionner. Moi j'ai envie de travailler du coup, comme je vous ai dit, sur la profondeur de la pièce pour vraiment créer une séparation avec mon sujet. Donc je commence à le positionner, donc je dis à Robin, vas-y mets-toi à peu près au milieu de la pièce, on va voir un peu ce qu'il en est. Je cherche mon cadre. Une fois que j'ai trouvé un cadre qui m'intéresse, où en effet j'ai une bonne séparation entre mon sujet et mon fond, c'est-à-dire que déjà physiquement, il n'est pas collé au fond de ma pièce, il est au milieu de ma pièce, donc physiquement il y a de l'espace. Et en plus de ça, ça va permettre de jouer justement avec l'ouverture de l'objectif pour créer encore plus de séparation, plus de flou en fait dans l'image. Le deuxième point du coup, une fois qu'on a le cadre, là pour l'instant c'est un cadre qui m'intéresse, je vais pouvoir me dire ok, je vais placer du coup ma lumière principale ici, ma backlight là-bas, enfin commencer à réfléchir un petit peu en termes de lumière. Maintenant, on va passer au sujet des lumières et c'est de loin le point le plus important quand vous voulez capturer de belles images parce que vous allez beau avoir la plus belle caméra du monde, si vous n'avez pas de lumière, vous n'allez pas avoir d'image. Donc clairement, faites un point, super attention et si vous avez du matos à investir, investissez dans les lumières. Alors nous ici, on a différents types de lumières. On va avoir du coup une lumière torche qui est juste là. Ça, c'est la Forza 300 qui va nous servir du coup de lumière principale. Et on va également avoir une backlight, parce que la backlight est toujours très très importante. Tout à l'heure, je parlais de séparation physique avec le sujet et le lieu, mais vous allez aussi pouvoir créer une séparation artistique visuelle avec de la lumière en utilisant du coup une backlight. Donc ça, on va utiliser un tube qui est là. Le choix de ces lumières, en fait, est aussi correspondant par rapport au sujet de l'interview.
Là ici, du coup, ça va être Robin qui va témoigner, du coup, il va avoir un côté un petit peu intime dans l'interview. Automatiquement, du coup, je vais envie de choisir, pour moi, ça me semble logique du moins de choisir une lumière qui sera assez douce en backlight. Parce que si vous avez quelqu'un, par exemple, vous avez un sportif qui du coup témoigne de l'intensité de son sport, vous pouvez également représenter ça visuellement avec une lumière beaucoup plus dure en backlight. En revanche, tout ce qui est la key light, ce qu'on appelle la lumière principale, celle qui va éclairer votre sujet, de manière générale, il faut quand même la choisir très douce. Le plus douce elle sera, le mieux ce sera parce que c'est du coup ce qui va être le plus flatteur en fait pour le sujet. C'est pour ça que généralement on utilise du coup une softbox. Alors là ici on a une softbox qui est là-dedans. Je commence à installer et on en reparle juste après. Point grip, ça c'est petite astuce quand vous installez en gros un bras de déport sur un système. Vous avez la rotule quand vous êtes derrière, essayez d'avoir toujours la rotule à droite. Parce que si vous la mettez de l'autre côté, en fait vous risquez d'avoir le bras de déport qui se dévisse. Alors que dans ce sens-là, vous mettez du poids ici et en fait ça va aller dans le sens des aiguilles d'une montre, donc du coup ça va visser la rotule. Donc vous avez moins de chances à ce que votre rotule se dévisse. Voilà, on continue l'installation. Avec la backlight, en gros, l'idée c'est de faire venir la backlight vraiment au-dessus. J'aimerais qu'elle du coup, elle éclaire en fait juste Robin de l'épaule gauche à droite. Alors une fois que vous avez installé votre lumière principale et votre backlight, en gros l'idée c'est de venir faire asseoir votre assistant ou alors carrément l'interviewer ici juste pour en gros donner une idée globale de la scène et voir ce que vous avez à modifier parce que potentiellement il y aura des choses à modifier. Moi clairement ici je vois qu'il y a un peu trop de lumière ambiante, j'aimerais en gros qu'il se sépare encore plus de son fond et pour ce faire, une fois qu'on a travaillé du coup sur la profondeur et sur la backlight, on peut jouer du coup sur les niveaux de lumière. Donc là moi ce que j'ai envie de faire c'est de baisser le niveau global de lumière de ma pièce et que du coup mon point central de lumière en fait ce soit lui. Parce qu'automatiquement l'œil humain est toujours attiré par le point le plus clair dans l'image. L'idée c'est que ça soit notre point le plus clair. Donc pour ça, je vais prendre un petit peu de borgnole ou du moins de drap noir. Je vais essayer de venir couvrir cette fenêtre ici pour faire baisser mon niveau global de lumière. Aussi, autre point bonus quand vous utilisez un C-stand, montez toujours la partie haute en premier parce que si vous commencez par la partie basse et que la partie basse se retrouve en haut et que vous devez encore monter le pied, vous allez vous retrouver un petit peu débile. Alors là, on voit que mon niveau de luminosité a complètement baissé. Maintenant, j'utilise en fait les outils qu'il y a par exemple sur l'Atomos, mais vous pouvez aussi utiliser si vous avez les zébras ou si vous avez des vectorscopes sur votre caméra, vous pouvez l'utiliser. Moi ici, il y a un truc que j'aime beaucoup dans l'Atomos, c'est les false colors, ce qu'on appelle. En fait, ça va permettre du coup de monitorer un petit peu le niveau de luminosité. Donc là, ici, on est sombre. Robin est clair, il représente du coup la première partie claire de l'image. On a aussi une ombre sur le côté de son visage qui va permettre de créer du relief et créer un petit peu de profondeur. Et la dernière partie de l'image est de nouveau claire. En fait, du coup, on a un enchaînement de clair et sombre. Et ce qui permet, en fait c'est très plaisant au niveau de l'œil du coup d'avoir cet enchaînement-là. Moi, ce que je vois pour l'instant, ça me plaît plutôt bien. J'aimerais encore abaisser un petit peu ce niveau de lumière ici afin que Robin soit vraiment le point le plus clair dans mon image. Et pour ce faire, en fait, je vais augmenter la lumière principale sur Robin, ce qui va avoir pour effet du coup de réduire le niveau derrière. On va jouer un petit peu sur les ratios. Donc pour ça, en fait, j'augmente simplement ici mon niveau. Là, je suis à 40%. Je vais l'augmenter, la passer peut-être à 65. En augmentant en fait mon point de lumière ici, j'ai fait en sorte que Robin en fait soit le point le plus clair dans mon image. Ok, je vais essayer de vous clarifier ça. En fait, ce que j'ai remarqué sur la scène, c'est que Robin et la fenêtre du fond avaient le même niveau d'exposition, le même niveau de luminosité, c'est la même chose. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté en fait la densité de mon filtre ND, ce qui a baissé le niveau de luminosité global de ma scène. Et partant de là, en fait, j'ai augmenté la lumière principale sur Robin, ce qui redonne du coup au sujet la place centrale dans la vidéo. Voilà, on y retourne. Même ma fenêtre en fait qui était derrière, qui était à la base du coup le point le plus clair, est devenue un peu plus sombre. Donc là, Robin est vraiment distinct vis-à-vis du fond. La backlight est plutôt bien, je trouve. Elle est juste subtile, mais elle est juste ce qu'il faut. J'ai également joué sur les températures de couleur. La température de couleur de ma lumière principale, elle est réglée sur la lumière du jour à 5600 Kelvin. Et pour donner ce côté un petit peu plus intime, du coup, je suis allé chercher une température de lumière un petit peu plus chaude sur la backlight. Ce qui rapproche un petit peu, ce qui renforce en fait, on va dire, ce côté un petit peu cocooning, un peu autour de Robin. Maintenant, on va placer le deuxième angle. Au sujet du deuxième angle, généralement, la deuxième caméra, on la place à 45 degrés par rapport à la première caméra.
C'est-à-dire que vous prenez votre sujet, vous tracez une ligne avec votre première caméra et vous allez chercher du coup 45 degrés. Ça, on va dire que c'est le deuxième angle classique. Après, libre à vous complètement d'aller choisir vraiment le profil du personnage, d'aller choisir, j'ai déjà vu des interviews où on prend du dessus, on prend d'en dessous. Le deuxième angle, c'est un petit peu plus créatif. Là, en l'occurrence, on va rester sur du classique, donc du coup, je prends un deuxième angle à 45 degrés. Moi, maintenant, mon deuxième point, c'est d'aller chercher en gros une image qui soit correspondante vis-à-vis de ma première caméra. Et quand je dis correspondante, c'est correspondante à la fois en termes de focale, mais également en termes de flou d'arrière-plan. Donc, en termes de focale, ici, là, je suis sur du 50 mm. Quelque chose qui, on va dire, reste approximativement la même chose, mais un petit peu plus zoomé, du coup, qui sera un petit peu plus intime. On peut aller du coup de 70 à 90 cm. Si vous allez chercher quelque chose de beaucoup plus poussé, automatiquement, le feeling ne sera pas exactement la même. Quand je parle de faire matcher du coup le flou d'arrière-plan, le bokeh, en fait, c'est pour qu'au montage, quand vous allez du coup passer de la caméra A à la caméra B, en fait, le changement soit le plus fluide possible. Donc là, par exemple, je suis du coup à 51.8 et là, du coup, sur ma deuxième caméra, je suis à 70 mm à 2.8. Mais vu que l'arrière-plan est un petit peu plus compressé, on a visuellement cet aspect un petit peu plus flou. Et là, quand je regarde mes deux écrans, j'ai un flou d'arrière-plan qui me semble assez cohérent, assez homogène. Et enfin, une fois que vous avez placé du coup votre deuxième angle, que vous avez choisi votre focale, que vous avez choisi du coup votre ouverture d'objectif afin de matcher du coup les flous d'arrière-plan, maintenant en fait c'est de régler également l'exposition des deux caméras. Donc pour ça, là ici on a l'Atomos qui va nous permettre du coup de voir exactement quel est le niveau d'exposition sur Robin. Là je vois que j'ai exactement la même surface qui est en bleu et en gris et en vert. Donc ça veut dire que théoriquement j'ai la même exposition. Je peux utiliser également, là ici, j'ai les parades, j'ai le vector scope, enfin bon, tous les outils que vous allez pouvoir avoir dans vos caméras. L'idée est de matcher au mieux possible à la prise de vue parce qu'en post-production, on peut faire des miracles, mais pas tout le temps. Maintenant, le dernier point à mettre en place, du coup, c'est l'audio. Donc là, pour l'audio, on utilise un pied avec un Y au bout. Et là, ici, ça, c'est une perche télescopique. Et au bout de ça, on a mis du coup un micro-canon. Vous avez différentes possibilités en fait d'enregistrer de l'audio. Vous pouvez utiliser des micro-cravates comme ce que j'ai ici ou un micro-canon. À savoir que le micro-canon sera quand même beaucoup plus qualitatif, sera beaucoup plus rond, beaucoup plus complet comme sonorité. Mais c'est toujours bien en fait d'avoir deux audios, donc c'est-à-dire d'avoir un canon et d'avoir par exemple un micro-cravate qu'on vient cacher du coup sous les vêtements. Ça permet de faire ce qu'on appelle un backup. En fait, s'il se passe quoi que ce soit, s'il se passe quoi que ce soit sur l'un des micros, peu importe, vous avez là un deuxième micro, vous avez un deuxième audio backup qui sera là. Donc là, nous, on a le NTG5 qui est là. Je vais le relier au Zoom F6 qui est juste ici. Pour ça, je vais utiliser juste une clampe et ça devrait bien le faire. Tips au niveau de l'audio, quand vous positionnez vos câbles, évitez en fait que toute la tension soit sur la cosse. Donc du coup, vous pouvez soulager le câble juste avec des petits straps comme ça que vous venez du coup strapper. Ça évitera que vous ayez des problèmes avec vos câbles. Alors pour terminer avec l'audio, quand vous positionnez vos micros, il y a différents trucs à garder en tête. Notamment du coup pour le micro canon, c'est essayer de l'avoir en gros à 30-40 cm de votre talent. Oui, je t'appelle talent, c'est pas grave, ça va le faire. Talent brut. Et le micro, évitez également de le positionner directement en direction de la bouche. En fait, ça va vous donner des hautes fréquences qui sont assez désagréables. Visez plutôt le thorax. Le thorax va donner quelque chose de beaucoup plus rond. C'est un peu la même manière quand vous avez un micro-cravate. Alors là, en l'occurrence, on l'a positionné ici pour l'avoir un petit peu au centre. Mais le mieux, c'est quand même de le positionner juste ici, sous les vêtements, et vous le positionnez bien là. Donc de la même manière, avec ce micro, je l'ai à peu près bien positionné, je pense. Ouais, voilà, il est au centre. Il vise le thorax. Maintenant ici, en ce qui concerne les niveaux audio, je vais du coup regarder, je vais demander à Robin de nous faire un petit test audio. Alors généralement, je demande au talent de se présenter, de me dire ce qu'il fait dans la vie. En fait, ça permet aussi au talent de se mettre en scène et de commencer à s'entraîner entre guillemets sur ce qu'il va devoir dire. Et moi, ça va me permettre de voir du coup les niveaux audio. Essayer de voir s'il parle fort ou s'il parle plutôt doucement. Ce que je vise en niveau, c'est 12 décibels, enfin moins 12 décibels. Si vous allez plus haut, en fait, votre talent, si d'un coup il se met à rire ou s'il se met à... peu importe en fait quelle émotion il va avoir, mais il risque de piquer au niveau de l'audio. Et ça, vous n'allez pas pouvoir le rattraper. C'est comme un clip vidéo qui est complètement cramé, vous n'allez pas pouvoir le rattraper. Donc moins 12 décibels, généralement, c'est plutôt bien. Avant d'enregistrer, j'aime toujours faire un dernier point sur les caméras. Donc là, je vérifie mes angles, je vérifie également mon niveau de caméra. Je fais en sorte toujours d'avoir ma caméra au niveau des yeux de mon talent. Éviter en gros que mon talent regarde trop haut ou trop bas. Donc mes deux caméras sont plutôt bien positionnées.
Je vérifie également ma balance des blancs et pour ça, rien de plus simple, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais c'est d'utiliser un truc comme ça, c'est une charte de balance des blancs. Ça va permettre en fait à la caméra de faire la balance. Donc là, je vais demander à Robin de tenir soit le côté blanc, soit le côté gris. En soi, ça a peu d'importance. Donc là, je vais utiliser par exemple ce boîtier. Alors, est-ce que tu peux le tenir droit, s'il te plaît? Là, il me dit que je suis à 5000 Kelvin. Donc là, je lui dis OK. Et ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais mettre à 5000 Kelvin également sur celle-là. Également utiliser ce qu'on a ici, c'est un color chart de X-Ray. Ça va permettre du coup en post-production d'avoir exactement les couleurs qui tombent au bon endroit en termes de saturation et en termes de teinte, mais également du coup de faire un dernier point sur la balance des blancs. Donc ce que je vais demander à Robin, et je vais l'enregistrer en caméra, c'est de tenir ce truc-là au niveau de son visage et de faire juste un petit mouvement comme ça. Pour terminer sur les paramètres, on doit avoir du coup, mon ISO est à 800. Généralement, les caméras fonctionnent, enfin les capteurs des caméras ont la meilleure plage dynamique autour de 800, 640, 800. Donc là, je suis à mon ISO natif sur mes deux caméras. Une fois que j'ai vérifié mon ISO natif, je fais juste un point sur ma vitesse d'obturation. Je suis à 1/50e parce que je filme à 25 images par seconde. Je suis bien en 4K sur mes deux caméras. Normalement, tout se passe bien. J'ai également mon timecode qui tourne. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a fait sur le timecode et à quel point c'est ultra simple de synchroniser vos caméras. Et normalement, là, on est tout bon. Maintenant, le dernier point, en fait, c'est pour le sujet. Là, vous allez vous adresser à lui et vous allez lui expliquer en gros comment ça va se dérouler et lui dire en fait que vous allez l'interviewer, vous allez lui poser les questions, enfin que ce soit vous ou le client, mais la personne devra se positionner du coup entre la caméra principale et la lumière afin que du coup notre sujet nous regarde dans ce sens-là et que nos caméras en fait soient positionnées du côté ombragé du visage. Le côté ombragé du visage est toujours mieux parce qu'en fait, il va permettre de donner du relief et de comprendre un petit peu mieux voilà, les profondeurs qu'on va avoir sur le visage plutôt que de filmer le côté éclairé. Le côté éclairé sera assez plat. Donc toujours viser justement ce côté-là. J'ai fait les derniers petits ajustements, ça enregistre là-bas. Alors normalement, le mieux, c'est d'avoir quelqu'un qui monitore en permanence le son. Là, en l'occurrence, j'ai pas ce loisir-là vu que je suis tout seul et je dois poser des questions. Donc du coup, je vais me positionner ici et je fais confiance au matériel. Pour conclure, vous voyez un petit peu ce qui m'est passé par la tête quand j'ai construit ce setup-là. Quand vous interviewez quelqu'un aussi, dernier petit tips, laissez-le parler et ne parlez pas directement avec lui. Essayez de laisser des blancs, essayez de laisser des espaces, c'est là où vous allez obtenir du coup les meilleurs sentiments, les meilleures réactions du coup de vos talents. On aurait pu aller beaucoup plus loin également sur le set, pouvoir éclairer le set, etc. derrière, voire réfléchir au décor, etc. Mais là, vous avez déjà un bon début, une bonne base. Si vous arrivez à faire ça, normalement, toutes les entreprises que vous avez autour de chez vous peuvent vous contacter, il n'y a aucun problème. Donc voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas, posez-la en commentaire. C'était Jérém, c'était Robin, c'était Tanguy. On se voit bientôt. Salut!